C'est la deuxième partie un peu plus académique, on va dire, de cadrage, qui va nous permettre effectivement, là justement, de repenser, et d'essayer de construire justement, ou faire évoluer des concepts existants. Moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à repenser dans tous les cas de figure, dans notre... Nadine, pour ma part, et quelqu'un qui effectivement nous a apporté au moins sur la gouvernance de vrais questionnements, et en même temps a construit et a permis effectivement de mieux comprendre un peu ce qu'il fallait repenser justement dans les formes d'une tradition qui remonte, comme disait tout à l'heure Romain, à un siècle, peut-être même un peu plus, et sur un secteur qui aujourd'hui est multiforme, quoi. Et donc c'est un peu les travaux sur lesquels toi tu as travaillé, c'est-à-dire que les différentes formes de gouvernance et les différentes formes de structure, à la fois de statut, mais aussi d'activité. Donc, justement. Pardon ? On va peut-être demander à commencer le temps, parce que tout à fait. À Nadine peut-être. Mais c'est ce que j'allais lui faire. C'est ce que j'allais lui permettre de faire. En introduction, voilà. Bon, merci beaucoup. Donc, merci de cette invitation. Le titre de mon intervention, c'est l'ESS entre inspiration et marginalisation, donc de la RSE à l'entreprise à mission. La démocratie, non, mais je vais m'appuyer dessus pour ma présentation, mais c'est pas la peine de le passer. Donc la démocratie économique en question. Donc mon point de départ, c'est celui, peut-être comme Jérôme, des paradoxes, le constat d'un paradoxe, entre d'un côté une certaine marginalisation de l'ESS, alors avec une mise sur agenda qui est à la fois fragile et instable, tant au plan national qu'au plan européen. Là, on est sur un devant-nous européen là, en novembre-décembre qui arrive, mais quand même une mise sur agenda qui reste très fragile et sur lequel on a des difficultés à avoir des anticipations, une faible visibilité politique, pas forcément des acteurs politiques, mais au plan politique en tant que tel, une reconnaissance institutionnelle qui a le mérite d'exister, mais qui reste fragile. Et effectivement, c'est pas parce qu'il y a une loi que ça fait l'ESS en tant que tel. Et on voit bien qu'aujourd'hui, quand tu dis, François, les jeunes sont intéressés par des questions d'ESS, ils savent pas ce que c'est. Donc ils sont intéressés par des initiatives qui peuvent être portées par l'ESS, mais l'ESS, ils ne savent pas ce que c'est et ça ne les intéresse pas forcément dans la dimension institutionnalisée ou institutionnalisante. Et puis, on voit qu'il y a de multiples vocables qui se sont développés en proximité. Donc, que ce soit la persistance d'une économie solidaire qui s'affiche en tant que telle, que ce soit la question des communs, que ce soit la question de l'entreprise sociale, de l'entrepreneuriat social, du business social qui dans la représentation française ne colle pas tout à fait avec l'entrepreneuriat social. Et donc, du coup, ça pose effectivement des questions de l'unité, d'une certaine manière, de ce champ. Et l'ESS semble bousculé par ses marges, pour revenir aussi sur le thème, l'ESS bousculé ou repensé. Elle est aussi bousculée par ses marges et notamment tendue entre entreprise sociale, entreprise à mission et les communs de l'autre côté, mais je n'en dirai rien, Philippe fera la suite de ce point de vue. Donc un côté marginalisation de l'ESS et en même temps des principes et des modèles organisationnels qui sont inspirants et qui a même on peut aller jusqu'à dire qu'ils ont presque une dimension instituante autour de la reconnaissance d'un certain nombre de valeurs que l'on va retrouver dans des référentiels RSE, qu'on va retrouver autour de la notion de raison d'être, qui peut avoir son équivalent en ESS autour du projet, et de ce qui mobilise, de ce qui fait commun autour des organisations de l'ESS, et puis des questions autour de l'impact sociétal et de la transition, qu'on appelle ça impact, effet sur la société, et sur le côté transition au sens d'une transformation sociale et de ce qui est porté autour d'un projet politique de transformation de la société, de réduction des inégalités d'une part dans sa dimension sociale,
mais aussi de construction éventuellement d'alternatives écologiques, même si de mon point de vue l'ESS a un certain retard sur cette question de la transition écologique, même si là encore les coopératives aujourd'hui affichent une entrée assez forte sur cette question-là. C'est peut-être moins le cas des associations, ou alors simplement d'un petit bloc associatif qui est celui qui tourne autour des associations de l'environnement, autour de l'environnement, mais par exemple autour des structures qui interviennent dans le champ du social et du médico-social. La question environnementale reste encore extrêmement pauvre. C'est quand même 60% des associations, et les associations, c'est 80% de l'ESS. Donc du coup, une interrogation sur la part que ça peut représenter. Donc comment comprendre ce paradoxe entre, d'un côté, un processus finalement d'invisibilisation de l'ESS et qui accompagne une montée en puissance de choses qui ont été portées, de références, de mobilisation qui ont été portées depuis un siècle et demi par l'ESS, et du coup comment le gérer. Donc voilà, ça c'était mon point de départ. Je ne travaille pas toute seule sur ces réflexions-là, je les mène avec mon collègue Éric Bidet, notamment Marilyn Filippi, donc Éric Bidet qui permet aussi d'avoir de la comparaison internationale avec des pays de type Corée, donc sur lequel il y a des dynamiques qui se mettent en place, et puis sur lequel on travaille beaucoup au sein de l'ADES autour de la question des chiffres. Marilyn Filippi pour avoir le volet aussi RSE et dimension de la coopération agricole. Thomas Lamarche, sur lequel on travaille autour des questions de régulation, notamment portées par la question coopérative, et puis Chabir Itzaïna pour la dimension du territoire que tu rappelais en fin de ton intervention, où on vient de sortir un papier en espagnol là, qui s'appelle « Économie sociale et solidaire, responsabilité sociale des entreprises et territoires ». En France, pratiques, intentions et réseaux de légitimation autour de ces questions-là. Donc mon intervention, elle est pour partie portée par ces différents éléments. Donc le cadre théorique sur lequel je m'appuie, en fait, aujourd'hui je fais essentiellement référence à deux entrées théoriques, tout ce qui concerne la gestion des paradoxes, autour d'auteurs comme Smith et Lewis, dans des articles parus à partir des années de 2010. Et puis, je les combine avec la gestion du sens, sense-giving, sense-making, à la Weick, pour aller sans trop développer sur ces questions théoriques. Ce qui m'intéresse sur les paradoxes, c'est de considérer que le changement, en fait, c'est une gestion des paradoxes. Et donc, que ça renvoie à des éléments contradictoires qui existent dans toutes les organisations, et pas simplement au sein des organisations de l'économie sociale, comme parfois on pourrait le croire. Et que ces contradictions, elles sont liées entre elles et elles persistent dans le temps, donc elles ne disparaissent pas. Elles persistent, elles se transforment, elles s'ajustent, elles viennent travailler l'organisation, et elles sont travaillées par l'organisation, mais d'une certaine manière, elles résistent et elles expriment des tensions irréductibles entre des pôles, mais aussi des liens qui les unissent durablement. Donc, et l'enjeu, c'est bien le management de ces tensions. Et du coup, particulièrement évidemment en situation de changement, et peut-être aujourd'hui de changement radical, de l'ordre d'un changement de paradigme, en tous les cas qu'on a un certain nombre à espérer ou à contribuer à mettre en forme aussi, qui est révélateur de contradictions et des enjeux de reconstruction du sens. Et là, je pense qu'on peut aussi avoir en tête, au-delà des travaux de Weick, les travaux de François Rousseau, qui était sur sur gérer et militer, et sur cette question de reconstruction du sens dans les organisations, et notamment dans les organisations associatives. Et puis l'enjeu d'articuler une perspective narrative, donc raconter une histoire. Et à mon avis, l'ESS ne se met pas suffisamment en scène de ce point de vue et ne raconte pas suffisamment son histoire, mais aussi de combiner cette narration, ce travail narratif, avec des perspectives socio-matérielles, c'est-à-dire dans quoi concrètement ça s'incarne. Donc en complément du discours, montrer des incarnations socio-matérielles, donc la construction d'artefacts, et de ce point de vue, il me semble que la SIC est quelque chose d'intéressant dans à la fois la construction d'une narration, et en même temps un artefact qui est cette organisation coopérative multipartie prenante dans justement les tensions que ça met en œuvre, les difficultés que ça peut
sur lequel ça peut déboucher. Et donc du coup, mon cas théorique qui croise paradoxe et gestion du sens, je m'appuie d'un point de vue méthodologique dans une démarche abductive, comme on veut mobiliser, avec des allers-retours entre le cadre théorique que je peux avoir en tête et puis des observations de terrain, et un terrain qui me décale de façon souvent importante, des réactions de terrain qui me décalent et qui m'amènent à du coup relire des choses tant d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique. Et en fait c'est aussi une mobilisation d'études de cas de l'ESS, mais aussi d'études de cas qui peuvent être menées dans des entreprises à but lucratif, qui m'amène à montrer que peut-être à essayer aussi de repérer des éléments de spécificité ou au contraire des éléments qui n'en sont pas et donc qui sont des éléments qui pourraient être plus productifs. Alors qu'est-ce que j'observe ? Sur les logiques institutionnelles en tension, j'observe qu'il y a des articulations instables et des effets de domination. Alors je vais les illustrer, mise en marché et concurrence croissante d'un côté, mais en même temps des partenariats hétérogènes. C'est valable pour des entreprises privées, pour des lucratives, non lucratives, y compris les entreprises lucratives réfléchissent sur leur partenariat, sur les enjeux du partenariat, sur la mise en réseau, et vont articuler de la concurrence et des formes de partenariat, y compris bien entendu avec de l'économie sociale et solidaire dans un certain nombre de cas, et on le voit avec autour des questions des nouveaux financements à impact, etc., dans lequel on voit cette mise en avant de la question partenariale. Donc mise en marché et concurrence d'un côté, mais partenariat de l'autre, parfois des incantations de concurrence et puis des incantations de partenariat. C'est-à-dire la concurrence, elle n'est pas toujours aussi forte que ce qu'on l'imagine, elle est très souvent encadrée, y compris par les organisations elles-mêmes pour la subir de façon moins forte. On voit aussi une tension entre un modèle générique, reproductible, applicable en tout lieu et en tout espace, et en même temps un ancrage au territoire qui est mis en avant de façon croissante, donc des stratégies de spécification. Et on voit bien que les organisations de l'économie sociale, elles sont travaillées par cette à la fois mise à l'échelle d'un côté, et puis de l'autre côté, l'ancrage au territoire, la spécification, l'adaptation au territoire en tant que tel, l'engagement social, inclusion, innovation sociale, et de l'autre côté, performance et logique gestionnaire, avec une vision de la performance qui est souvent étroite. Alors, on parle beaucoup de performance globale, mais on a du mal à construire ce cocktail de performance, donc, qui permettrait éventuellement d'intégrer des éléments des processus et pas simplement des résultats. Parce que quelque part, dans une économie servicielle, ce qui rentre en compte, ce n'est pas simplement le résultat auquel on aboutit, mais c'est bien le processus sur lequel on développe l'activité, on développe le lien relationnel, etc. Et c'est bien cette dimension du coup processuelle qui fait que ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement le résultat éventuellement social auquel on aboutit, mais c'est comment on aboutit à ce résultat, qu'est-ce qui est mis en œuvre, qu'est-ce que ça coûte, en quoi ça repose sur des mobilisations de ressources spécifiques, en quoi ça suppose des activations de ressources spécifiques, et puis des tensions aussi entre une transformation sociopolitique, d'une part, et puis une adaptation et une intégration au marché, qu'on va retrouver portée par des acteurs de l'économie sociale dans cette tension-là, mais aussi portée par d'autres acteurs. Et ces tensions, elles vont s'exprimer dans différents paradoxes. Un paradoxe identitaire, très clairement, est-ce que je suis dans une logique d'homogénéisation au sein de l'économie sociale, d'homogénéisation dans un modèle plus large qui amènerait des formes de banalisation, ou au contraire, est-ce que j'affirme de la différenciation, jusqu'où, comment, et comment ma quête de légitimité va me faire travailler simultanément la différenciation, mais aussi la dimension d'homogénéisation. Deuxièmement, un paradoxe autour de l'apprentissage. Alors on va le trouver très clairement dans l'ESS, avec une tension autour de professionnalisation d'un côté, engagement profane, reconnaissance de l'expertise du profane d'un autre côté, et du coup avec une dimension disruptive, mais aussi une dimension adaptative en tension. Un troisième paradoxe qui est un paradoxe d'organisation, alors qu'on va retrouver entre autonomie et contrôle,
Quand on travaille sur l'ESS, on voit l'importance de l'autonomie au travail, par exemple, mais en même temps un encadrement de cette autonomie au travail qui est renforcé aujourd'hui, la tension collaboration-compétition, la question du top-down et du bottom-up, d'où vient l'initiative, comment je peux faire réémerger des formes d'initiative. Donc du point de vue organisationnel, effectivement des paradoxes qui sont relativement forts aujourd'hui, et puis les paradoxes de la performance, qui devient d'autant plus compliqué qu'on est en situation de prendre en compte des parties prenantes élargies, et de se demander quelle place on leur donne dans la prise de décision, dans la mise en débat, donc dans les processus délibératifs. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire en termes de perte d'homogénéité des associés? Parce que une des règles de base qui a longtemps prévalu en économie sociale, c'était celle de l'homogénéité des associés. Quand on n'a plus d'homogénéité des associés, qu'est-ce qui se passe? Ou quand on sort de l'activité pour aller vers une autre activité, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, des auteurs anciens nous disent l'homogénéité de l'activité, où on va la retrouver chez DiMaggio et Powell, le champ va nous permettre de travailler spécifiquement quand on en sort, comme tu le proposes, sortir de la banque pour aller vers autre chose. Effectivement, ça introduit, alors là, beaucoup plus d'incertitude. Ça déplace le regard et effectivement, ça s'accompagne d'une prise de risque qui va être plus importante et qui doit être accompagnée de processus de formation coopérative, de mobilisation coopérative, d'apprentissage coopératif, qui sont largement insuffisants dans les organisations aujourd'hui. Donc, comment lire les transformations en cours aujourd'hui en tant que gestion de ces paradoxes? Donc, je les vois à travers 3 entrées. D'abord, le travail du sens, sense-giving, sense-making. Donc, je reprends les distinctions usuelles, et ce qui me semble central dans ce travail du sens, c'est la dimension processuelle. C'est comment on fait. C'est pas à quoi on arrive, c'est comment on fait et comment on a cet apprentissage des processus de mise en débat, d'écoute, puis de formalisation d'une réflexion, puis de tâtonnement. Donc comment ce tâtonnement devient à l'origine d'un travail institutionnel qui s'opère dans les organisations, mais du coup d'une mise en mouvement, et qu'on va retrouver finalement autour de la notion d'entreprise à mission dans des dimensions de mise en œuvre de la RSE, quand la RSE vient travailler une organisation, mais qui va aussi interroger la transférabilité, la transversalité, pour sortir d'organisations en silo, et qui du coup amène aussi à repenser forcément les apprentissages et l'évaluation dans ces dimensions-là. Et là, on a évidemment un travail de la gouvernance qui va fonctionner sur des tâtonnements qui sont relativement forts. Aujourd'hui, on voit plusieurs structures qui opèrent un travail de leur gouvernance et donc qui vont réfléchir avec leurs associés sur qui j'associe et éventuellement revisiter les associés. Je pense à une grosse cycle sur Marseille sur ces questions-là. Et à travers un travail de tâtonnement et une prise d'un temps long avec du coup une acceptation de fragilisation de ce qui a été fait avant pour aller dans le sens de je prends le risque d'aller voir ailleurs et de me laisser déstabiliser. Mais ça arrive à un moment donné du temps qui n'est pas neutre, ça n'arrive pas tout le temps. C'est rendu possible par des initiatives conjointes, mais ça n'arrive pas par hasard et ça arrive à un moment où ça se fait en lien avec l'enjeu de repenser le travail au territoire. C'est-à-dire sortir d'une gouvernance tournée vers l'intérieur pour aller travailler le territoire en même temps et du coup questionner avec qui, comment, qu'est-ce que se pose comme question, comment je dois repenser mon activité. Donc travail du sens de ce point de vue. Deuxième élément des pratiques narratives, donc raconter pour articuler. Et là, la force de l'ESS, c'est d'avoir hybridé des pratiques sociales, économiques et politiques. Mais en fait, elle n'en parle jamais. Elle ne parle jamais de cette hybridation, elle ne raconte pas cette hybridation, les chercheurs vont la raconter, mais les organisations vont peu raconter comment elles hybrident cette logique économique et comment la logique économique est au service du projet social. Le point central, c'est le projet social et le projet politique. La logique économique et la gouvernance ne sont que le moyen de la réalisation de ce projet social. Donc l'ordre, la priorité, elle est bien sur le projet social porté collectivement
et comment la logique économique va le soutenir dans le cas d'une gouvernance qui est démocratique, mais la gouvernance démocratique, elle va finalement être au service de cette dimension d'articulation, d'initiatives structurantes qui émanent de la société civile et qui sont bien dans un mouvement bottom-up, qui vont être mises en forme, articulées, repensées, dynamisées, mais qui émergent bien de la société civile. Donc avec l'idée que finalement la construction de la démocratie économique, c'est ce qui va aussi quelque part venir nourrir une démocratie sociale qui se fragilise. Et donc je pense qu'il y a une vraie articulation entre une démocratie économique et une démocratie sociale et politique, et que les deux éléments, la dimension sociale et politique, n'est pas déconnectée de la dimension économique, mais que du coup, elle pose fondamentalement la question du travail, et qu'elle repose sur forcément remettre au cœur le travail et l'activité comme dimension pour penser cette démocratie économique. Et donc ça pose donc clairement, pour notamment les associations, parce que dans les scopes, évidemment, ça se pose beaucoup plus facilement sur la double qualité, mais je pense qu'il y a une nécessité pour les associations de réinventer, de reconstruire des éléments de la double qualité qui ne se limitent pas à la dimension des usagers, mais qui intègrent la place des salariés, et du coup, quelle place je donne dans la gouvernance à un moment donné à mes salariés, et qui n'est pas forcément une place décisionnelle, mais qui est une place délibérative, forcément. D'accord ? Donc je fais un vrai écart entre le côté de la mise en débat, du côté éventuellement du droit du vote, qui n'est pas forcément indispensable, parce que ce qui me semble central, c'est le processus démocratique, et pas forcément le simple résultat qui serait un droit de vote. Et puis, on voit bien que l'entreprise sociale, elle valorise l'engagement vers la société. La RSE, on voit bien que ça devient une norme en voie d'institutionnalisation. Donc on voit qu'eux constituent des dimensions de narration fortes, mais sur lesquelles, finalement, l'économie sociale, elle, aujourd'hui, est solidaire, est en retard. Et puis l'enjeu de donner à voir. Donc le renouveau coopératif, il amène bien ce discours et l'artefact, ce que j'évoquais autour des cycles, avec une possible expression de la gestion des paradoxes et de l'hétérogénéité là-dessus. Et on voit bien que la RSE et l'entreprise à mission, c'est en fait des instruments d'action qui permettent d'ouvrir l'imaginaire, mais sans véritable rupture radicale. Donc c'est des ajustements, pas neutres, mais c'est des ajustements qui restent marginaux par rapport à une rupture radicale qui est cette réinvention du travail politique des organisations de ce point de vue. Donc voilà, je m'approche de la fin. Donc cette ESS, elle apparaît inspirante mais invisibilisée. Donc comment essayer d'avancer sur plus de visibilisation ? Eh bien, s'appuyer sur des référentiels d'action mobilisateurs. Il me semble que la question de l'engagement vers le collectif et la société est un élément important, l'engagement. C'est-à-dire que le travail n'est pas que le travail salarié, il est aussi un engagement d'une autre nature. Il est aussi une réflexion sur la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. C'est qui mes parties prenantes ? Qui je veux mobiliser, comment ? Et je pense qu'il y a un enjeu de reddition des comptes et d'évaluation. Alors, j'avais rajouté de l'utilité sociale. Je pense qu'on avait une perspective, que ce soit du côté de l'utilité sociale, du côté du bilan sociétal, historiquement aussi, du côté d'une réflexion qui est déjà assez avancée autour de nouveaux indicateurs de richesse, de contribuer à repenser, et notamment dans la dimension des procédures et pas simplement des résultats. Donc c'est là où il me semble qu'il y a un enjeu important, et une modernité, et s'interroger sur le fait de pourquoi la modernité, elle apparaît hors de l'ESS aujourd'hui. C'est-à-dire pourquoi elle apparaît sur l'entreprise à mission, sur l'entreprise sociale, etc., et pas sur l'ESS en tant que tel. Et un des points qui me semble important, c'est que je pense que l'ESS a trop souvent vécu caché pour vivre heureux. Donc elle reste assez méconnue, et que sans doute elle a sous-estimé le tournant environnemental,
mais que l'histoire d'une éviction, elle l'a elle-même en partie construite, en ne valorisant pas ce qu'elle réussissait à produire et les modalités de sa production, que cette gouvernance démocratique, elle est centrale, et d'ailleurs, quand on essaie de voir qu'est-ce qu'il en est dans les organisations, pour travailler sur un certain nombre d'organisations à Marseille, bien quand je discute avec elles, gouvernance démocratique, les nouveaux trucs là, dont tout le monde parle, gouvernance démocratique inexistante, on vend de la participation des femmes, on vend de la participation des usagers, parfois. Donc on est dans une relation RSE, mais on n'est pas du tout dans une construction d'une dimension délibérative où je vais mettre en débat, et je n'aborde ni la dimension délibérative, ni la dimension de partage des richesses, donc de qu'est-ce que je fais de mes excédents, comment je les partage, comment je réfléchis à la propriété collective. En fait, ces organisations, elles sont pensées avec un directeur unique, qui ne mobilise pas sa gouvernance, à qui on impose parfois de mobiliser sa gouvernance, et qui le fait par obligation. Mais finalement, il vend son projet social, mais il n'a pas co-construit son projet social, et il évince ceux qui pourraient contribuer à cette construction du projet social. Donc il y a un vrai détournement de la dimension associative notamment, par incapacité ou non-volonté, de faire travailler à la fois les parties prenantes ensemble et de faire travailler les processus de mise en débat et les tâtonnements qui accompagnent ces dimensions. Ces tâtonnements ne peuvent pas être permanents, il y a des priorités à certains moments, mais ils sont d'une certaine manière à la base du fonctionnement de l'ESS et ils constituent vraisemblablement dans leur dimension processuelle une base de la réinvention démocratique de ces organisations. Voilà, j'en ai terminé. Donc, sortir d'une politique défensive pour conclure, construire une narration et modéliser, et articuler discours et pratiques pour avancer dans cette reconstruction. Merci beaucoup. Par rapport à tous ces paradoxes, comme Jérôme vraiment part, une réaction, mais vraiment... Non, voilà. Mais d'ailleurs, il a commencé à bosser, comme dit Nadine, donc il faut les bosser quand même. Dommage, parce qu'effectivement, la fragilisation de la démocratie, les parties prenantes, enfin, tu as abordé la notion de parties prenantes, c'est vraiment comment ces parties prenantes peuvent effectivement être intégrées et avoir un rôle nouveau dans la notion de délibération. Tu l'as utilisé, ce terme délibération, et là il faut effectivement comment l'ESS, les structures de l'ESS réussissent à intégrer cette notion de délibération à tous les niveaux des parties, enfin de l'implication des parties prenantes. C'est ça qui est une dimension. Enfin, tu as tellement ouvert de paradoxes. J'ai 4 paradoxes. Voilà. J'en ai 2, donc bon, voilà. J'en ai relevé 2 ou 3. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. À très bientôt. Ok, salut. Ben oui, maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. J'ai pas empiété sur tes communs. Non, du tout. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Donc je vais suivre tout ce qui a été dit avant en essayant d'avoir un fil conducteur dans mon intervention, c'est la question des communs, et donc de penser l'ouverture d'un dialogue entre deux types d'initiatives de terrain ou deux types de propositions conceptuelles, et avec l'idée que de plus en plus il y a des acteurs qui sont à la confluence de ces deux champs et de ces deux types d'interventions que sont d'un côté les communs et l'ESS. Le travail que j'ai présenté, c'est un écrit que j'ai coécrit avec Jean-Louis Laville et qui va être publié dans un livre en décembre de cette année qui s'appelle Research Handbook on Non-Profit Governance, aux éditions Édouard Elgar. Donc je vais me servir de ce cadre-là pour articuler 3 temps dans ma présentation. Et ces 3 temps sont en fait 3 ponts qui, selon nous, sont offerts par ces 2 cadres théoriques et ces 2 types d'initiatives de terrain qui ouvrent sur un dialogue qui me semble productif pour penser commun et ESS en même temps et pas commun et ESS de manière séparée.
Voilà, donc le premier point que j'aimerais signaler, c'est un positionnement revendiqué par les deux acteurs, les deux mouvements, les deux cadres théoriques entre marché et État. Le travail d'Eline Rostrom, qu'on a accueilli, je m'en souviens, au CNAM, et qui était venu nous voir, c'est quand même une réflexion qui part d'un essai de typologie. Elle travaille notamment dans la poursuite des travaux de Patrick McNutt sur l'idée de qualifier parmi les biens privés, les biens publics, et puis Patrick McNutt avait parlé de club goods, on a du mal un peu à le traduire en français, mais avec l'idée qu'il y aurait deux critères pour catégoriser les biens, qui seraient le critère de la rivalité, les critères de l'exclusivité. Et en définissant ça, on voit que les biens privés sont rivaux et excluables, que les biens publics sont non rivaux, non excluables, et puis il y a une proposition de Patrick McNutt pour des clubs goods qui sont une sorte de péage qu'on donne à des communalités, enfin des mises en commun, où là il y a exclusion mais pas de rivalité. Et puis il y aurait une quatrième catégorie, ce que propose d'ailleurs Eline Rostrom avec son mari Vincent, de définir, alors elle ne va pas utiliser le terme de common goods, elle va utiliser le terme de CPR, Common Pool Resources, et ce concept-là est assez intéressant, puisqu'il met en avant la question des ressources, et elle va notamment travailler dans les premiers temps de sa recherche, si on met à part le travail qu'elle a fait sur les villes et sur notamment la police, elle va travailler ce qu'on appelle sur des communs naturels, donc elle va travailler sur la pêcherie, travailler sur des systèmes d'irrigation, sur des points d'eau, donc sur des activités dans lesquelles il y a des ressources naturelles qui sont engagées, qui sont mutualisées par des acteurs économiques, et sur lesquelles se pose la question de leur pérennité. Et dans cette question de cette pérennité, Eline Rostrom va s'opposer à Gareth Hardin en disant que pour Gareth Hardin, il reste encore cette notion de bien public et bien privé, il ne voit pas d'autres catégories. Aussi, il en voit une autre, et il la voit de manière tragique. Et Eline Rostrom va refuser cette tragédie. Il va dire qu'au contraire d'une tragédie, il y a bel et bien un espace très intéressant à ouvrir entre bien public et bien privé, autour de common pool ressources, pour des stratégies beaucoup plus pérennes, beaucoup plus organisées, auto-organisées, de préservation des ressources, tout en ayant une exploitation de ces ressources. Donc dès le départ, il y a tout à la fois une proposition entre bien public et bien privé, un autre type d'approche, et aussi l'idée très intéressante d'une articulation entre une activité économique, une préservation de ressources, qui donne tout à fait son sens aujourd'hui avec la question de la transition écologique et environnementale, sur lesquelles, dans les derniers temps de sa vie, Eline Rostrom s'est fortement engagée. Alors, ça c'est intéressant selon moi parce que ça ouvre une première fenêtre de dialogue, puisque il y a, si on revient au monde de l'ESS, il y a la proposition d'un tiers secteur, un tiers secteur qui ne se résout pas à la question du marché, à la question de l'État. Donc on voit bien que ces questions du tiers secteur nous donnent une approche de type macroéconomique, que la proposition d'Eline Rostrom donne quelque chose au niveau de chaque communauté auto-organisée, et qu'un lien possible est intéressant à faire, parce que ça permet finalement, au-delà de compléter l'analyse, d'apporter un double regard sur le même objet qui enrichit la pensée et qui permet d'avoir un certain nombre de productions d'idées nouvelles, ou en tout cas de capacité à faire évoluer la conceptualisation sur ces deux propositions. Voilà, puis une autre notion qui me semble intéressante, puisque là elle parle, Eline Rostrom, de Common Pool Resources, c'est qu'elle met en avant la question des ressources. Elle met en avant la question des ressources comme un élément de structuration d'activités collectives, de structuration d'un collectif d'acteurs. Et donc on voit que la ressource, un petit peu en décalage par rapport à tout ce que sont les travaux de l'ESS, elle n'est pas quelque chose qui va venir ensuite ou venir s'associer au projet, elle est quelque chose qui est le point de départ du projet. Le point de départ du projet, lorsqu'elle étudie les pêcheries, c'est pour protéger la ressource. La ressource est déjà là, et la ressource permet de faire vivre des personnes. Donc cette capacité à envisager la ressource sous un autre angle, qui est un peu celui de l'affordance, sur laquelle la construction des communautés, l'action des règles va se faire, me semble très intéressante. Quel est un peu celui affordance. La ressource en elle-même constitue une pêcherie, c'est d'abord un lieu. C'est un espace maritime, c'est une configuration de la côte, c'est une
certaine topologie des profondeurs, de la faune, etc. Et donc c'est dans un espace très situé que va se passer la question des communs naturels posés par Ostrom. Et ce qui est très intéressant chez Elinor Ostrom, c'est qu'elle est très pragmatique et qu'elle n'envisage que des analyses situées. Elle approche des communautés, ensuite elle va lancer sur de chercheurs qui, par le monde, vont travailler sur les mêmes concepts, les mêmes propositions. Et chaque fois, elle est attentive à ce que chaque cas ait sa particularité, sa singularité, et chercher une transversalité sans remettre en cause sa singularité. Ces singularités sont posées par l'analyse effective du site, du lieu dans lequel les communautés s'auto-organisent. Alors un deuxième point qui me semble assez intéressant à creuser, toujours dans cette idée de dialogue entre ESS et commun, c'est une autre vision des droits de propriété. Là encore, Elinor Ostrom s'inscrit chaque fois dans des filiations, et notamment elle s'inscrit dans une filiation avec John Rogers Commons, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé sur la question du droit. Et sur la question du droit et sur la question de l'histoire, du syndicalisme américain. Il a pas mal travaillé sur l'industrie de la chaussure pour montrer que dans cette histoire, il y avait eu un certain nombre de faits portés devant les tribunaux et que, c'est dire, la législation américaine, mais pas que, avait favorisé le droit de propriété, et avec sur ce droit de propriété des droits très importants pour le propriétaire, qui venaient en contradiction avec d'autres droits, comme le droit de protester, le droit de manifester, le droit de faire grève, le droit d'occuper son lieu de grève. Et que donc, dans cette question-là, on voyait bien qu'il y avait un droit qui devenait imposant au détriment des autres droits. Et donc, dans cette réflexion sur les droits, ce qui est intéressant avec la proposition de John Rogers Commons, c'est qu'il va s'interroger sur ce qu'Elinor va poursuivre et travailler, c'est le bundle of rights, le faisceau de droits, et voir que même à partir d'un cadre où il y a un propriétaire et où il y a un droit de propriété, on peut très bien le découpler en un certain nombre de droits associés, qui fait qu'on va pouvoir construire du commun même sur une base de droit de propriété privée initiale. Et donc ça, ce chemin-là, qui est proposé par Commons et sur lequel Elinor Ostrom va s'engager, ça nous donne des choses très intéressantes. Et pour revenir à ce que disait Jérôme Sadier tout à l'heure, elle va proposer ce qu'on appelle des principes de gouvernance. Un certain nombre de principes, c'est comment un collectif se donne des règles, comment un collectif va arriver à modifier ses règles, comment une communauté va gérer ses conflits par rapport à la gestion de la ressource, comment elle va établir et mettre en place des systèmes de sanctions. Donc on voit toute une réflexion qui va se construire autour de la question de la gouvernance de ces communautés auto-organisées, et qui est dans une démarche sur laquelle on va valoriser le pouvoir collectif, l'action collective et la délibération autour de règles partagées qui sont ensuite posées comme un principe pour pérenniser l'action collective. Et ce qui est très intéressant pour faire le lien avec le premier point sur Common Pool Resources, c'est que dès le départ, Elinor Ostrom, dans la poursuite de Commons, va envisager ce système de règles comme un système de règles très évolutif qui évolue avec la ressource elle-même. Lorsque la ressource évolue, il faut que les règles évoluent. Donc on a un système très pertinent en termes de propositions d'analyse et d'action sur la capacité à préserver ces ressources sur le long terme. Alors, là aussi, ça fait écho à un élément très fort de l'analyse, en tout cas pour l'économie sociale, c'est l'idée de se travailler avec la création des coopératives, des mutuelles, etc., travailler sur une dimension collective où le propriétaire de capitaux n'est pas celui qui va imposer sa décision, il sera un acteur parmi tant d'autres dans le processus de délibération et de gouvernance démocratique, un homme et une voix. C'est-à-dire que dans les coopératives, on peut apporter des capitaux, dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif, malheureusement c'est pas assez fait, mais les collectivités locales peuvent amener des capitaux. Et après, on peut résoudre le problème de la démocratie en conservant ce principe de l'ESS, un homme, une voix. Et donc ça me semble assez intéressant parce que ça fait écho, là encore, entre deux niveaux d'analyse du même problème, la question de la gouvernance démocratique, la gouvernance pas désincarnée, mais incarnée dans des communautés qui travaillent, des communautés qui s'organisent, des communautés qui se construisent autour d'une approche bien plus riche en termes de droits
autour des droits de propriété enrichis par le faisceau des droits, et autour d'une capacité à construire ensemble de manière collective et pérenne ce genre d'une autre vision du champ économique et social. Donc ça, c'est un deuxième point, et les deux points font référence, le premier au tiers secteur, le deuxième à l'économie sociale, ce n'est pas que. Le troisième point me semble très intéressant, c'est toujours dans la démarche d'analyse d'Eline Rostrom, qui a eu un parcours intellectuel très étonnant, jusqu'à l'obtention du prix Nobel d'économie, c'est sa rencontre avec Charlotte Hess, lorsqu'elles vont sortir ensemble ce travail, pour reconnaître, au-delà de tout ce qu'avait fait le travail précédent d'Eline Rostrom, travailler sur ces communs naturels, reconnaître dans les logiciels libres, avec Charlotte Hess, qu'il y a là aussi, il y a des communs, il y a des communs numériques, et ce qui ouvre sa pensée sur un champ tout à fait différent. Elle va même admettre, dans ce saut qu'elle fait qualitatif, que le principe de non-excluabilité sur lequel elle avait posé le principe des communs naturels pouvait être remise en question, puisque dans les biens numériques, il n'y a pas d'excluabilité. L'accès au code ne trahit pas l'accès au code d'une autre personne. Et donc elle fait évoluer sa pensée, et à partir de cette notion, on va passer, il y a toute une révision qui n'est pas encore arrivée à son bout entre commun immatériel et commun matériel, puisque le numérique été supposé, en tout cas au niveau du code, d'être immatériel. Bien sûr, là c'est critiqué dans toutes les études sur la transition écologique, environnementale et sociale, le côté matériel du numérique. Donc c'est intéressant d'avoir les deux niveaux d'analyse, et de voir un petit peu que des niveaux d'analyse ou des champs d'activité différents vont conduire là encore à une diversité institutionnelle que Eline Rostrom affirme, et qui va même jusqu'à remettre en cause sa proposition de définition initiale. Et à partir de ça, il y a tout un pan de littérature qui s'ouvre autour de ce que Charlotte Hess va nommer les nouveaux communs. C'est-à-dire qu'on va découvrir des communs culturels, des communs d'infrastructures, des communs de connaissances, etc. Un certain nombre des communs sociaux sur la formule de Falbach, un certain nombre de communs qui apparaissent, qui sont générés, c'était déjà là, mais ils apparaissent, et finalement on s'aperçoit que ce qu'on attend d'un cadre théorique, c'est qu'ils permettent de voir la réalité. Et sans doute là, l'un des apports importants de sa pensée, c'était de permettre d'avoir un nouveau regard sur des choses qui existaient, et d'enrichir par ce nouveau regard la compréhension de ce qui se joue, et surtout les évolutions de ce qui se joue. Sans doute, la question numérique a déjà été abordée 2 ou 3 fois ce matin. La proposition de Charlotte Hess et Eline Rostrom sur reconnaître les logiciels libres comme les communs numériques et des éléments très intéressants en termes d'analyse. Alors, on va s'ouvrir à un troisième pont de dialogue, c'est l'affirmation du besoin d'une diversité institutionnelle. Une diversité institutionnelle qui fait le lien, selon moi, avec la proposition d'économie plurielle ou d'économie solidaire. C'est reconnaître dans la diversité une des clés de lecture du monde aujourd'hui et de demain. Refuser l'hégémonie d'un certain mode de pensée ou d'un certain mode d'économie. Rentrer dans des stratégies d'économie hétérodoxe. Reconnaître que l'économie doit être au service du social et pas le contraire. Et donc ça, c'est assez intéressant, puisque l'ensemble de ces communs qui vont apparaître comme des nouveaux communs vont définir tout un monde de diversité, un monde évolutif, un monde de capacité à suivre l'évolution de notre temps et de pouvoir s'adapter. Et de pouvoir le penser non seulement au niveau des micro-communautés ou au niveau macro, mais aussi dans l'entre-deux. Parce que ce qui est l'apport, selon moi, d'Eline Rostrom, c'est aussi de penser le méso, le niveau méso, avec sa proposition notamment de ce qu'elle appelle la gouvernance polycentrique. Enfin, c'est pas seulement sa proposition, c'est aussi celle de son mari, Vincent Rostrom. En tout cas, derrière tout ça, il y a une vraie capacité à penser l'action individuelle, l'action des nations, l'action macro, puis l'action intermédiaire qui va conduire à ce que tout le monde agisse de concert et avoir une vraie capacité à articuler différentes logiques. Et là, ça me semble faire le pont entre le mouvement originel d'associationnisme ou le mouvement plus récent qui s'en revendique d'économie plurielle, d'économie solidaire. C'est la capacité à aller au-delà des propositions statutaires, de formes coopératives mutuelles, et d'avoir une capacité de rassemblement des acteurs, de pouvoir inclure, comme dit Sébastien,
la question du commerce équitable, de pouvoir accueillir des acteurs qui n'ont pas des formes hyper carrées, mais qui sont dans des éléments de nouveauté. Donc cette capacité de comprendre et de revendiquer cette diversité institutionnelle et de l'accueillir dans un espace cohérent d'action, c'est ça un petit peu qui se tresse là. Et lorsque elle parlait de gouvernance polycentrique, Elinor Ostrom pensait redondance, pensait un peu la théorie du bazar, la théorie d'un certain nombre d'acteurs qui vont échanger sans centralisation préalable, mais que dans le jeu de cette articulation des échanges et des délibérations allait se jouer quelque chose qui allait être organisant pour le territoire, organisant pour les acteurs qui sont situés dans ces territoires. Et là, il y a encore, selon moi, un lien qui est à faire et qui a été repris tout à l'heure par Nadine, c'est celui du développement solidaire territorial. Ancrer dans un territoire des acteurs solidaires qui ont eux-mêmes une diversité d'actions, une diversité d'intérêts, une diversité de modalités, c'est selon moi sans doute l'un des enjeux forts qui est à poser et qui est à résoudre de la capacité de ces territoires à pouvoir s'engager dans des actions de transition solidaire et environnementale. L'enjeu de tout ça, vous l'avez bien compris, c'est une capacité de relier les mondes, les concepts et les initiatives. Alors, à titre de conclusion, et pour ouvrir le dialogue avec vous, je vois tout à la fois des points forts de chacune des propositions théoriques qui sont en fait cumulables, puisque j'ai défini 3 ponts dans mon modifie un autre, 3 ponts de dialogue. La première, c'est du côté de l'ESS, cette vraie capacité à poser la question démocratique, à avoir cette question de la délibération, la question de ces allers-retours. Tout à l'heure tu parlais de tâtonnement, de ces jeux processuels autour de cette délibération, et ça c'est quelque chose qui n'a pas forcément été très creusé dans la question des communs, même s'il y a une réflexion qui est portée, mais elle n'est pas une réflexion qui se veut ou qui s'affirme comme politique. On l'a vu au travers de différentes prises de parole, cette importance d'avoir non seulement de l'économique, du social, mais aussi du politique, du projet politique. Du côté de l'ESS, là encore, on a la question du rôle de l'État, du dialogue avec l'État. C'est un dialogue qui a été peu creusé par Elinor Ostrom, puisque dans l'idée de gouvernance polycentrique, il n'y a pas forcément la présence d'un acteur fort, et il y a même le refus d'un acteur fort dans cette démarche-là. Autre question, c'est la question des politiques publiques. On a eu cette réflexion sur la loi 2014. Peut-être que la loi 2014, si elle peut être critiquée, c'est peut-être qu'elle n'a pas été suivie par d'autres lois ou d'autres propositions en termes de politique publique. Donc il y a cette réflexion-là qui est vraiment très forte du côté des acteurs de l'ESS et qui me semble être un point sur lequel on peut réfléchir. Puis il y a la question de l'émancipation aussi. La question de l'émancipation qui n'est pas reprise comme telle par la théorie des communs, mais qui peut être éclairante lorsqu'on voit cette diversité, ce que Charles Test appelle les niveaux communs, où la question de l'émancipation est souvent la clé de la force de ces collectifs, de ces communautés. Du côté de la proposition des communs, moi je retiens la question d'auto-organisation, qui est un peu différente de l'autogestion. Il y a tout un travail ici qui est assez intéressant en termes de changement de concept et voir comment chacun éclaire l'autre et comment on peut, à partir de ces 2 concepts, penser la situation d'aujourd'hui. Il y a la question de la gouvernance, Jérôme tout à l'heure qui disait que c'était un bon mot, ça dépend comment on l'aborde, mais en même temps il devient un peu incontournable et je pense qu'on a besoin d'avoir une lecture critique de cette modalité de gouvernance et la façon dont Elinor Ostrom l'a traité de manière très pratique, encore très pragmatique et sans doute intéressante pour avoir des visions un petit peu pertinentes de ce qui se joue aujourd'hui et comment suivre. La question du numérique, je n'y reviens pas, mais c'est vrai que longtemps l'ESS a été un peu en mal de réflexion sur le numérique. Là, on a un cadre qui est intéressant puisqu'il relie ça avec des communautés de pair à pair, des communautés de logiciels libres. Et là, il y a tout un débat aussi très intéressant au sein de ces communautés de logiciels libres entre les tendances open source et les tendances logiciels libres. Et je pense qu'une partie des débats qu'on a eus se traduisent aussi par ces 2 voies de possible évolution du numérique. Et puis il y a toute la logique du pair à pair, la logique du pair à pair tout en étant dans des logiques communautaires. Et
c'est ça la force aussi, selon moi, de la profession des communs, c'est de pouvoir penser l'individu dans sa communauté et comment chacun peut y avoir une place au travers d'un système de règles, un système de gestion de conflits, un système de savoir qui peut ou pas modifier les règles. Toute cette définition-là de la construction de collectifs est intéressante. Alors à la croisée des deux, je pense qu'il y a vraiment une proposition très à la fois conceptuelle et pratique, très intéressante par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, qui sont ceux de la transition écologique et sociale. Et ça passe par tout ce qu'on a vu déjà ce matin, la gouvernance multi-acteurs, c'est surtout des coopératives d'intérêt collectif, qu'elles soient associatives ou coopératives. Les deux propositions sont intéressantes. Et puis ce travail sur repenser le collectif au travers de la question du commun, et aussi quelque chose qui me semble très important, parce qu'une fois qu'on pense la question des communs, on peut le penser au niveau d'une communauté, mais on peut aussi le penser au niveau de communauté-communauté. On peut le penser au niveau de communauté d'acteurs sur un territoire. C'est-à-dire que maintenant, il y a toute une réflexion sur le commun des communs. Qu'est-ce qui fait commun le commun? Et donc là, on voit la capacité de cette réflexion à pouvoir conduire à des propositions organisées par rapport à ce que disait Nadine sur gouvernance interne, gouvernance externe. Il y a des enjeux croisés qui ne portent pas seulement sur les acteurs de l'ESS ou les acteurs des communs, mais leur capacité, on l'a vu ce matin tout au long de nos débats, leur capacité à relier, à fédérer, à créer des alliances, des partenariats entre tous ces acteurs pour aller au-delà. Parce qu'en fait, pour reprendre en manière critique le premier point que j'ai posé, l'idée qu'il y aurait un entre-deux entre le bien public et le bien privé, ou un entre-deux entre l'économie de marché et l'économie publique. Ce entre-deux, ce n'est pas juste un reliquat, c'est bel et bien un facteur d'espoir, de changement et de transformation de l'ensemble de nos modèles économiques qui, on le voit bien, nous conduisent dans le mur. Donc là, il y a non seulement une capacité à défendre les actions, les territoires, les communs ou les ESS, mais défendre au travers de cet espace-là notre capacité globale à transformer le modèle et à sortir enfin vers une version heureuse de l'avenir de l'humanité. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes à peu près, hein, c'est à peu près ça. On va prendre 15 minutes quand même. Ouais. Peut-être si Nadine veut rebondir sur ce qu'a dit... On fait comme tout à l'heure. On fait tout à l'heure. Je crois que Nadine, vous devez partir à 13h. Je dis je pars à 13h, mais... Non, mais 13h, c'est bon, mais dans les temps, on dit 13h. Je pense que c'est bien que les autres réagissent, puisqu'on a parlé, et nous, on a l'habitude de changer. Donc, dans tous les cas de figure, comprendre la nouvelle réalité, vous nous l'aidez à travers effectivement la notion de concept, qui, je vous le rappelle, c'est penser. Et donc de repenser cette réalité. Alors, moi, je veux bien commencer, mais il y a tellement de choses. Mais disons, pour faire le lien peut-être un tout petit peu entre vos deux interventions, je retiendrai d'un côté cette question de l'importance du travail, et de l'autre la question de la ressource, parce que je trouve que très souvent, quand on parle délibération politique, alors on met en scène en fait des manières de parler, de s'organiser, mais on oublie que au cœur, il y a voilà, cette technicité, cette prise en compte des contraintes alors voilà, elles peuvent être naturelles, mais elles peuvent être liées aux connaissances qu'ont les gens, elles peuvent être liées à des enjeux de santé, et du coup ça connecte aussi énormément sur quelque chose que peut-être on n'a pas beaucoup évoqué, mais qui avec la crise sanitaire me semble terriblement d'actualité. C'est vraiment le rapport au savoir comme un bien commun. Tu en as un peu parlé quand tu parlais de pédagogie alternative, c'est-à-dire que on ne pourra pas transformer les organisations et les modèles économiques dans lesquels on est si on ne réfléchit pas à un rapport à la connaissance qui est différent. Pour le dire très très vite, c'est bien évident que si on n'a pas une vision alternative de la santé tellement nécessaire dans la crise actuelle, dans toutes ces associations, on n'ira pas plus loin. Et pareil, on pourrait le voir aussi en termes de ressources, cette question de santé, une ressource partagée. Donc voilà, c'est pas des questions précises, mais en tout cas, c'est les points sur lesquels j'étais vraiment très, très sensible. Allez, on fait un tour. Non, alors il y a tellement de choses. Alors les communs, oui, c'est extrêmement intéressant de voir tous ces ponts qu'il y a entre l'ESS et les communs, et je pense que ça irrigue aussi de plus en plus le terrain aussi, parce qu'on rencontre beaucoup d'acteurs de l'ESS qui parlent des communs, mais souvent avec un petit peu une curiosité un peu interrogative, et à ne pas savoir un petit peu par quel bout prendre
cette notion de commun et comment la rendre concrète en fait. Et je pense que, alors moi je travaille sur des structures qui sont un peu spécifiques, qui sont les Living Labs, donc c'est des structures d'innovation qui veulent mettre l'usager au centre de la réflexion. Alors ils ont tous un discours très tourné vers l'usager, il faut prendre en compte, etc. Mais quand on regarde après les mécanismes de fonctionnement derrière, l'usager il est très vite oublié en fait. Dès qu'on parle de choses sérieuses, il disparaît complètement. Et donc je pense qu'il y a aussi un enjeu derrière de savoir comment intégrer l'usager, sachant que l'usager n'est pas forcément demandeur non plus d'être intégré à la gouvernance. Ça aussi, parce que même quelquefois il y a des tentatives timides, mais il n'y a pas forcément d'écho derrière sur l'usager qui bénéficie, alors dans le cas d'un Living Lab, d'une innovation qui lui convient bien, ou dans une association en fait d'un service ou d'une prestation qui répond à ses besoins, mais sans forcément ressentir le besoin ni l'envie en fait d'aller plus loin dans la prise de décision, dans la délibération, dans la co-construction même, alors que ça peut être au cœur du projet. François. Merci. J'ai une petite question. Moi, vous avez tous les deux, mais surtout vous, Nadine, utilisé le concept de territoire sur lequel je voudrais vous interroger. Comment est-ce que vous le définissez, mais surtout comment est-ce que les structures dont vous parlez le définissent? Vous avez parlé du passage vers le recours au territoire. Donc, est-ce que c'est un concept qui est plutôt clair pour elles? Et quel est le processus qu'elles vont utiliser pour le définir? Moi, ce sera toujours la même question sur la mesure d'impact. Comment vous la voyez? Comment vous la définissez maintenant par rapport à l'entrepreneuriat social et puis à l'entreprise à mission? Donc, quelle est sa place pour l'ESS, les structures de l'ESS? Moi, c'est la remarque que j'ai en tête, c'est Nadine, vous insistez beaucoup sur le caractère processuel, en fin de compte, de l'économie sociale et solidaire qui était mis un peu de côté. Et ce qui est intéressant, c'est dans la théorie des communs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrits qui disent, mais en fait, un commun, c'est avant tout un commoning, c'est avant tout la pratique du commun. Et je pense que là, il y a des vrais liens à trouver entre les deux, parce que, après tout, est-ce qu'une coopérative, c'est au-delà d'être un statut, est-ce que c'est avant tout, en fait, avoir des pratiques coopératives en interne? Une question que j'ai pour vous, que je vis un peu dans les terrains où je travaille en ce moment, c'est à partir du moment où on met des gens en commun, on les fait délibérer, à un moment ils sont plus d'accord. Ou du moins il y a un désaccord, et j'ai un exemple assez pratico-pratique, je travaille avec un supermarché coopératif, il y a une grande question, c'est est-ce qu'on met des tomates en hiver? Et là-dessus, ils s'écharpent sur cette question-là, est-ce qu'on met des tomates en hiver? Et la question c'est comment on dépasse ça? Non. Bien sûr que non. Voilà. La réponse est assez simple en fait. Ou c'est des lardons, ou c'est... Voilà, il y a plein de questions, et à partir du moment où on met en commun, on fait délibérer, on arrive sur des questions politiques finalement, où les personnes vont ne pas être d'accord. Et ma question c'est comment on garde ce commun tout en ayant en fin de compte le désaccord au sein de ce même commun-là. Vous avez utilisé le terme de sens, hein, Oui. Voilà. C'est pour ça que je réponds du coup. Merci beaucoup pour vos présentations. J'avoue que je n'ai pas de questions particulières. Je me nourris de vos discussions. Moi, je m'interrogeais juste sur le lien entre les deux présentations. Quand Nadine, vous avez présenté une approche centrée sur les paradoxes, je me demandais si Philippe, justement, avait réfléchi à justement d'éventuels paradoxes entre les deux thèmes qu'il a essayé de mettre en commun, justement, l'ESS et les communs. Est-ce que vous voyez des paradoxes entre ces deux champs? Très bien. Puis il y avait Dada que je trouve qui est arrivée parce que c'est notre prof, mais elle avait cours et qui travaille sur l'entrepreneuriat. Oui, je ne vais pas prendre le risque de commenter parce que ça marche. Voilà, Allez. Oui, vos questions sont immenses. Merci beaucoup d'ouvrir. L'intervention sont immenses. Peut-être, je crois qu'effectivement, la question travail et ressources, c'est une question intéressante et que souvent en économie sociale, on l'oublie. Alors j'ai mis l'accent sur l'engagement aussi tout à l'heure, mais parce que parfois on la limite à l'engagement. Mais je pense que la question du travail, elle est essentielle et elle est à plusieurs niveaux. Elle est le travail dans l'activité,
mais elle est aussi le travail institutionnel qui se joue sur la transformation des règles et des normes, donc elle a plusieurs dimensions. Et l'intérêt évidemment d'une approche en termes de ressources, c'est que ça permet de construire là aussi des articulations, et je pense que c'est des manières d'entrée différentes, mais le travail est une ressource en soi aussi. Et donc je pense que l'entrée par les ressources en gestion, plein de choses qui se font aussi autour de ces questions de ressources, et qui amènent aussi d'ailleurs à réfléchir le territoire en termes de ressources, qui vont être plus ou moins activées par les acteurs qui sont liés. Donc voilà, la question de la connaissance est une question essentielle. Alors, je pense qu'elle a été largement visitée en économie sociale. Les travaux d'Henri Desroches ont beaucoup porté sur des questions de connaissance, d'où venait la connaissance, de comment cette connaissance était appropriée. En gestion, il y a aussi beaucoup de travail sur travaux sur ces questions-là. Donc je pense que la question de la connaissance, mais du processus d'acquisition des connaissances et ensuite ce partage des connaissances est une question essentielle, et l'ESS a quelque part été extrêmement formateur, surtout quand j'ai travaillé sur les banques coopératives par exemple, comment des gens qui avaient quasiment pas de diplôme se retrouvaient un jour administrateurs d'une banque coopérative et du coup étaient en situation d'acquérir des connaissances, des savoirs, mais aussi des savoirs pratiques, activables dans d'autres activités, etc. Et c'était ça un élément relativement fort et qui se perd dès le moment où on n'a pas forcément de pratique de délibération, de temps consacré à ça. Et du coup, oui, les gens ne veulent pas forcément devenir des acteurs de la gouvernance, mais ils n'en voient pas non plus les enjeux. Donc pour moi, il y a un enjeu à la culture coopérative, à l'éducation coopérative, à devenir un acteur de son propre savoir, de l'organisation dans laquelle on est, et on ne peut pas être tout le temps acteur de cette organisation, mais à un moment donné, en comprendre les enjeux, puis faire le choix ou pas de le devenir, c'est un élément important. C'est-à-dire que l'opportunité de devenir un acteur me semble centrale, et l'intérêt de l'ESS, c'est qu'elle rend possible, en tous les cas, elle ouvre l'opportunité de le devenir, ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises de façon générale. Donc après, libre à chacun d'entre nous de s'en saisir ou pas, mais en tous les cas, elle offre cette logique-là. Mesure d'impact. Alors moi, j'ai du mal avec l'impact. Je discute souvent avec Thierry Sibiud, et j'ai un peu de mal à mettre des choses derrière. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que produit une organisation, qu'est-ce que produit un individu. Et je vais reprendre des choses à la Florence Janicatrice. Il y a une production immédiate et il y a une production à terme. Il y a une production, observable et il y a des effets induits. Donc des externalités, et du coup, moi je vais plutôt aller fouiller des questions d'externalité et comment on va du coup aussi doter les acteurs de capacités d'auto-évaluation de leur activité ou de construire eux-mêmes les dispositifs qui vont permettre l'auto-évaluation de leur activité. Donc moi j'ai un pas de côté délibéré, parce que impact, j'arrive pas à m'en saisir, et du coup je vais aller chercher ailleurs ce qui est de l'ordre des processus qui vont permettre d'amener les gens à se saisir de l'évaluation, et non pas simplement dans une mesure quantitative, mais bien dans une mesure aussi d'externalité, qui peuvent être des externalités relationnelles et pas simplement des externalités quantitatives. Donc je fais délibérément un pas de côté qui ne permet pas de répondre à la question. Donc, si, quand même. Donc voilà, et oui, les désaccords centraux dans toutes les organisations de l'économie sociale, dès le moment où ils sont fertiles. C'est-à-dire où ils rendent possible de se dire pourquoi, c'est quelle raison qui m'amène à mettre en avant telle ou telle chose. Et donc c'est le désaccord, et il existe forcément, et tant mieux. Après, c'est effectivement qu'il soit géré par des outils, et aujourd'hui, des structures comme l'Université du Nou
amène à construire des éléments de réflexion sur comment je fais des désaccords, des éléments de fertilité, plutôt que des éléments à un moment donné de conflit, et comme ensuite à certains moments j'ai des conflits et là il faut trancher dans le vif. Philippe. Merci Nadine, je ne vais pas répondre parce que je partage ce que tu as dit sur les éléments que ça va gagner du temps. Je vais juste peut-être compléter sur l'impact social parce que je partage ce qu'a dit Nadine, mais je pense aussi que le terme d'impact social cache, en essayant de montrer des choses qui se font sur le terrain. Quand on parle d'impact, pour moi c'est un terme de balistique, c'est-à-dire qu'il faut viser quelque part une cible, il faut l'atteindre, c'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau de la cible, on est au niveau d'un point de départ qui n'est pas le social, qui n'est pas l'esprit solidaire, et qui invisibilise tout le travail que se font les communautés pour elles-mêmes. Quand c'est des communautés auto-organisées, c'est ça. Quand c'est des gens qui, comme le collectif Pas sans nous, si tu veux jouer pour nous, sans nous, tu joues contre nous. Et quand on est ensemble, qu'on a un collectif ensemble et qu'on agit pour notre bien collectif, on n'a pas besoin de mesurer l'impact. Dès qu'on se rend compte, dès qu'on fait les choses, on le fait pour nous. On a le retour tout de suite, on n'a pas besoin de le mesurer ou d'en faire une mesure d'impact. Donc on voit bien que la mesure d'impact, c'est une démarche qui s'inscrit dans un espace philanthropique, avec d'un côté des riches qui voudraient bien, à un moment donné de leur parcours, avoir un impact sur les pauvres. Vous voyez, déjà, c'est un point de vue politique pour moi. La notion d'impact, c'est déjà une vision idéologique des choses qui cache, qui invisibilise un grand nombre, peut-être les plus pertinentes, des actions conduites par l'économie sociale et solidaire. Sur la question des communs, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, il y a beaucoup de façons d'en parler. Et les gens, à l'envie, vont parler du commun sans S, du bien commun sans S, des communs avec un S, des biens communs avec un S partout. Et là, on est un peu perdu dans ce domaine-là. Pourquoi autant d'appellations? Qu'est-ce que ça recouvre? Et chacun tire un petit peu le commun de son côté. Et là, je pense qu'il y a une complexité. Et après, le terme lui-même, il renvoie à la fois à quelque chose qui remonte jusqu'aux enclosures, donc les pratiques, certaines pratiques agricoles, du Moyen-Âge, etc. Et bien avant. Qui viennent de très loin. Et aussi, les communs, c'est des choses plus récentes, comme tout le travail, réflexion autour de Marx et du communisme. Donc, communiste, il y a aussi commun dedans. Et donc, dans cet entre-deux, je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur ce que sont les communs. Et puis aussi, le parcours d'Elinor Ostrom n'a pas toujours été d'une clarté aussi. Elle ne s'est pas positionnée sur le champ politique. Et le fait qu'elle ne soit pas positionnée sur le politique, c'est une force, mais c'est aussi une certaine forme de faiblesse. Et lorsqu'il s'agit de raconter une histoire sur les communs. Alors, pour les territoires justement, pour les territoires, il y a l'idée de raconter une histoire aussi, raconter l'histoire des acteurs de l'ESS sur les territoires. Et je pense que le premier point qui me semble fort en termes de raconter l'histoire, c'est de dire que les acteurs de l'ESS, quand ils sont sur un territoire, ils y restent. Ils ne vont pas se délocaliser, ils ne vont pas partir. On a discuté avec les banques coopératives, c'est vrai que parfois les banques coopératives ont un peu du mal à voir leurs différences par rapport aux banques classiques. Mais bon, j'ai discuté avec les trois agences, moi, le mode coopératif, je le dis au fait que je suis là, que je ne bougerai pas. Que pour l'instant, on ne ferme pas les agences. Que donc, ça veut dire un engagement sur le territoire qui est un engagement inconditionnel, puisque je ne bouge pas. Que donc, tout ce que je ferai dans l'interaction avec le territoire, il faut que je le fasse au mieux, puisque je suis dépendant de ce territoire. Je ne partirai pas du territoire, je ne lâcherai pas. Et je pense que ça, c'est une belle histoire à raconter. Dire que ce qu'on vient d'inventer sur le bénéfice des délocalisations dans l'espace du marché, eh bien, les acteurs de l'ESS, ils prennent le contre-pied, ils ne se délocalisent pas, ils restent. Ça veut dire autre chose. Après, de plus en plus, on voit les logiques collectives qui s'expriment au niveau du territoire parce que ça passe par les commandes publiques, parce que ça passe par des appels à projets, parce que ça passe, on voit notamment sur les Jeux Olympiques 2024 à Paris, par un engagement du financeur ou de l'offre de contrat pour que les acteurs travaillent ensemble. Et ça, les acteurs ont commencé à comprendre, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait coopérer, être acteur de la coopération, coopérateur. Et que donc là aussi, c'est une nouvelle figure du visage de la réalité du territoire. C'est de plus en plus, c'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, qui collaborent, qui coopèrent pour les territoires. Et ça s'inscrit dans un contexte plus large des centralisations qu'on a vécu différentes étapes en France.
et qui font aussi que les territoires aujourd'hui ont un poids plus fort par rapport aux enjeux d'économie sociale et solidaire qu'ils n'avaient alors. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci Philippe.